Mais on peut dire 20 heures. Pas mal de cours aujourd'hui. Bon, mesdemoiselles, messieurs, chers étudiants, donc bienvenue dans cet amphithéâtre Jean-Charles Asselin pour ce débat. Ce débat initié par une nouvelle association étudiante qui va immédiatement se présenter avec, la parole est à peut-être Adrien ou à deux, allez-y, avec Maxime. Merci Monsieur Blancheton, vous m'entendez bien, c'est bon? Alors bonjour à tous et à toutes, merci à vous d'être là. Merci tout particulièrement à Monsieur Éric Baird, membre des économistes conférenciers et membre de l'Institut La Boétie. Ah oui, non, je confonds, je commence bien. Membre des économistes atterrés et membre de l'Institut La Boétie, qui vient d'être créé. Merci à Monsieur Olivier Badeau. C'est pas grave, ça va. Si, mais stress, tu connais. Membre de l'Institut Sapiens et économiste et gestionnaire rattaché à l'Institut à l'IAE. Merci également à Monsieur Bertrand Blancheton, doyen de la faculté d'économie. Et je vais laisser la parole à Monsieur Adrien François. Bonjour à tous. Donc, on va vous présenter l'association. Donc, en fait, c'est le Cercle des économistes conférenciers. En fait, c'est une association qui s'est créée récemment. Nous avons fait l'AG en décembre 2022. Et en fait, l'objectif, c'est de promouvoir la parole des professeurs en dehors du cursus universitaire, en fait, des cours qu'ils peuvent nous apporter et qui nous partagent leurs compétences lors de conférences ou lors de débats, donc, comme c'est ici le cas. Et donc, mettre en avant en particulier le personnel de la BSE, professeurs et doctorants. Et donc, actuellement, nous sommes en pleine formation. Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à nous contacter. Nous vous répondrons avec plaisir sur nos réseaux sociaux. Donc, nous avons un compte Instagram. Donc, c'est cercle.ecoconférencier. Voilà. Donc, le débat va commencer. Laissons place à nos invités. Bon, merci beaucoup, Adrien. Donc, un grand merci à tous ces étudiants qui s'engagent en fondant des associations, en faisant vivre des associations. On a la chance d'avoir un tissu particulièrement dynamique. Donc, ça participe vraiment de la richesse de la faculté. Alors, un débat de plus sur les retraites, non. Je crois que l'université a des singularités à réaffirmer. On a entendu beaucoup de choses dans ce débat sur les retraites et en particulier des choses qui étaient fausses, beaucoup de fake news. Donc, on est là pour avoir un débat fondé sur des faits qui soient l'expression d'une éthique universitaire, tout en ayant effectivement des clivages et les débatteurs auront l'occasion de s'exprimer. Donc, nos débatteurs ont été présentés par Adrien, mais il est d'usage aussi de rappeler leurs publications récentes. Alors, je vais commencer avec celle d'Olivier Babot, qui est en pleine promotion et qui a amené le livre « La tyrannie du divertissement » chez Grasset. Donc, réservez-lui un... Chez Chastel. Ah, pardon. C'est le même éditeur, pardon. Ah, je l'ai vu. C'était le même éditeur que la Société du spectacle de Guy Debord. Je me suis dit, quand même, ça, c'est un éditeur qu'il faut suivre. Voilà, donc je suis content. Très bien. Merci beaucoup. Et Eric, je mets en avant ton ouvrage sur la dette publique, précis d'économie citoyenne, même s'il est collectif. Et avant, tu avais effectivement l'intégrisme économique, mais c'est 2017. Donc voilà, Eric sur la dette. Et on avait déjà débattu tous les deux au mois d'octobre sur ce sujet.
Je vous propose que nous commencions. Donc, on s'est entendu sur une trame des premières questions et puis ensuite le débat aura lieu. Donc, finalement, le point de départ, c'est donc pourquoi cette réforme des retraites, pourquoi ce débat à l'agenda en ce moment, quel était le problème à solutionner. Peut-être Olivier, avec vous pour commencer, si vous voulez bien, et puis après Eric. Merci. Merci beaucoup de votre invitation, je suis ravi d'être là. Bonsoir à toutes et tous, j'aurais dû commencer par là. Félicitations d'être là, c'est très courageux de venir assister à un débat sur les retraites qui, quoi qu'on en ait, n'est quand même pas le sujet le plus sexy du monde, ni le plus excitant, encore plus quand on a 20 ans, et donc je vous admire vraiment de venir parler de ce sujet. J'espère qu'on va réussir à dire des choses intéressantes, et en tout cas, on va au moins avoir le plaisir de l'échange ce soir. Et puis je crois même que ça se termine par un pot. Donc après les nourritures spirituelles, on aura les nourritures terrestres. Et c'est quand même de temps en temps sympa. Alors vous savez ce que disait Churchill quand je veux avoir deux avis différents, je fais venir deux économistes, sauf si l'un d'eux est Lord Keynes, auquel cas j'ai trois avis différents. Donc nous aurons ce soir certainement des avis divergents, mais ce qui est formidable, c'est que on se parle toujours, et en tant qu'on se parle toujours, moi je dis qu'il y a toujours de l'espoir. Et moi, pour moi, la caractéristique de l'éthos universitaire, c'est que quand on est persuadé de quelque chose, on doute toujours un peu au fond de soi, mais on se dit peut-être qu'on a tort, peut-être que l'autre a raison. Et moi, je vais affirmer des choses ce soir, mais je dis tout de suite que il y a plein de moments où je me dis, tiens, est-ce qu'il n'y a pas des nécessités de remettre en cause? Alors, pourquoi on fait les retraites aujourd'hui? Moi, je dis très clairement, politiquement, c'est difficile à comprendre. On est à un moment où on a vraiment d'autres problèmes, l'Ukraine, l'inflation, des problèmes qui paraissent autrement urgents. Emmanuel Macron ne pouvait pas douter que, je parle du problème politique avant du problème économique, qu'on comprenne pourquoi on l'a fait maintenant, pourquoi c'est maintenant. Honnêtement, dans 6 mois, il n'y avait pas mort d'homme. Dans 1 an non plus, dans 2 non plus, sur cette réforme. Entre nous, ChatGPT, c'est beaucoup plus urgent. Mais vraiment, c'est-à-dire que ChatGPT, c'est le problème à 3 ans, à 4 ans, pour nous tous, pour l'économie, pour la société. Les retraites, on voit bien que c'est des projections à long terme. Donc, il n'y avait pas mort d'homme à attendre un petit peu. Pourquoi il le fait maintenant? Pour une fois qu'on reproche à un homme politique de faire ce qu'il a promis dans sa campagne, c'est un petit peu paradoxal, mais il se trouve qu'il l'avait promis dans sa campagne. Donc bon, il se sent un peu obligé. Il se sent d'autant plus obligé qu'au bout de 2 mandats, à la fin des 10 ans, le président Macron n'aura pas un bilan extraordinairement long en termes de réforme. Alors peut-être qu'il s'en fiche puisqu'il ne va pas se représenter constitutionnellement parlant, c'est évidemment impossible, mais je crois que sur le papier, peut-être sur le papier de l'histoire, peut-être qu'il a trouvé que ça ne fait pas beaucoup et qu'il fallait la faire. Et puis la troisième raison, elle est beaucoup plus sérieuse à mon sens, elle est en fait budgétaire. Moi, donc, je l'ai écrit ici et là. Ça n'est pas un secret. Il y a des gens qui ont dit c'est le grand secret. Non, c'est pas un secret. C'est une réforme qui est faite pour économiser de l'argent. Bon, pourquoi économiser de l'argent? Ce système par répartition, où ça va d'une poche à l'autre à un temps N, est fait pour être autoporté. Il est fait pour être autonome. Il n'est pas fait pour être déficitaire. Or, il l'est déjà de 30 milliards par an pour les retraites du public et pour les retraites, les régimes spéciaux, comme on l'a montré, 30 milliards qui n'étaient pas montrés jusque-là. À ces 30 milliards vont s'ajouter dans les années qui viennent d'autres déficits qui peuvent être compensés, mais on en parlera peut-être. Peut-être c'est un choix politique. Ça pourrait être compensé par le budget d'État, ce qu'on appelle budgétiser la dépense. C'est ce qu'on a fait, par exemple, quand on a budgétisé la redevance télé. On a dit, ça y est, c'est plus pris à chaque personne au moment où elle a une télévision et seulement à celle-ci. On va le mettre dans le pot commun de l'État et donc on considère que ça fait partie des dépenses. On peut le faire, sauf que, regardez ce qui nous arrive dans la gueule budgétaire. Déjà, on est très très mal. 3 000 milliards de dettes. Le coût de la dette, c'est-à-dire le coût de l'avoir, pas le fait que vous roulez, que vous réempruntez, mais le coût de la dette des intérêts, il sera cette année de 60 milliards par an. C'est la valeur, c'est le montant du budget d'éducation nationale. 60 milliards par an qu'on débourse parce qu'on a de la dette et elle nous coûte de plus en plus cher. Les taux sont déjà, je crois, à 3% à 10 ans, ils augmentent énormément et il n'y a pas d'apparence qui baisse, ils vont continuer à augmenter, la dette va coûter de plus en plus cher, le déficit qui est encore important va commencer à poser plus de problèmes. Et puis par ailleurs, on sait qu'on va avoir des très grosses dépenses qui arrivent. On a la défense nationale, aïe. On sait qu'on est obligé de se réarmer parce que finalement le monde devient beaucoup plus dangereux qu'on ne le croyait. Bon, il y a évidemment la transition écologique. Pas besoin de vous apprendre toutes les dépenses que ça nécessite.
et des investissements énormes. On vient de sortir de, si je ne me trompe pas, 250 milliards de quoi qu'il en coûte de Covid. On a mis 48 milliards de quoi qu'il en coûte inflationniste en 2022. En 2023, au programme, il y a 58 milliards de dépenses. Et j'oublie, last but not least, je n'oublie pas, last but not least, la dépendance. Parce qu'on parle des retraites, mais la dépendance, pour lequel on n'a pas le plus petit début de vrai système de financement. Voilà. Il y a plein de dépenses qui arrivent, et en fait, parmi toutes les économies qu'on peut faire rapidement, parmi tous les quick wins, comme on dit dans le business, quand on adore les anglicismes, les trucs gagnés rapidement, et ben les retraites, ça en fait vachement partie parce que c'est quand même 350 milliards. Et en fait, c'est évidemment les dépenses sociales, le flux social, si vous voulez, le plus important. Donc je pense que ça, c'est mon interprétation, hein, on est pas mal à le penser, je pense que c'est pour ça qu'on fait ça maintenant et pour des raisons aussi un petit peu politiques. Donc, c'était le moment d'envoyer un signal en matière de maîtrise des finances publiques. Éric, ta lecture. Bien, alors déjà bonsoir à toutes et à tous. Merci aux étudiants d'avoir contribué à l'organisation de ce débat. Alors, moi, en tant que keynésien, malgré tout, je vais avoir un seul avis. Hein, je ne vais pas vous en donner deux, mais je vais essayer de me limiter à un, et vous vous doutez bien qu'il n'est pas totalement en accord avec ce que vient de présenter Olivier Babot. J'ai l'impression de voir le tropisme du prof de gestion où il faut des beaux équilibres comptables, mais derrière ça, il y a aussi quand même un aspect humain qu'on passe un peu trop sous silence. Alors, Emmanuel Macron a promis de faire la réforme. Oui, bon. Il y a 3 ans, il disait, ou 3 ou 4 ans, il disait le contraire, disant que vraiment, tant qu'on n'était pas au plein emploi, ce serait absurde de faire une réforme et de reculer l'âge de départ à la retraite. Bon, paraît-il qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, mais il y en a qui changent d'avis. Bref. Alors, l'histoire des déficits, effectivement, c'est... et puis alors là, avec le débat à l'Assemblée, je ne sais pas si vous avez entendu, mais là, ça devient catastrophique. Hein. Le ministre délégué des comptes publics, Gabriel Attal, a dit à la tribune à l'Assemblée nationale, c'est la réforme ou la faillite. Hein. Waouh, rien que ça. Donc la faillite parce qu'on a momentanément un déficit des retraites d'une petite dizaine de milliards. Olivier l'a rappelé, quoi qu'il en coûte, 140, 150 milliards. Pour l'inflation, on en a remis 40, 50 de plus. Donc, a priori, quand on veut arriver à trouver un peu d'argent pour financer des choses que l'on juge importantes, on peut y arriver. Le déficit prévu, alors on pourrait y revenir peut-être tout à l'heure, parce qu'en fait, ce déficit-là, très largement fictif, et il répond à des hypothèses faites par le gouvernement qui conduisent le corps, donc le Conseil d'orientation des retraites, hein, qui est l'organisme qui étudie l'évolution à long terme de la soutenabilité de notre système de retraite par répartition, qui a conduit le corps à faire des estimations, des prévisions à partir donc des recommandations ou des données fournies par le gouvernement, et qui amène à surinterpréter ce déficit et à le gonfler de manière artificielle. J'y reviendrai après. Donc, le déficit, si tant est qu'il existe, représente moins de 3% du budget des retraites. Donc là, dit comme ça, bon, on n'est pas en faillite. Et puis, ce qui est étonnant pour un régime qui est en faillite, c'est qu'il a été excédentaire de 900 millions d'euros en 2021 et il a été excédentaire de 3,2 milliards d'euros en 2022, quand le rapport du corps de 2013 prévoyait à l'horizon 2022 un déficit de 22 milliards. Donc, il faut faire attention avec la prévision. Le corps est une institution extrêmement utile et l'exercice est très compliqué, surtout quand vous faites de la prévision à long terme. Ça s'apparente le plus souvent à de l'astrologie qu'à autre chose, mais parce que vous ne pouvez pas prévoir des événements par définition imprévus qui vont arriver dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Donc ça. Alors, très rapidement, pour moi, il y a 3 raisons principales à la réforme des retraites de la part du gouvernement. La première, elle a trait au marché du travail.
Et la réforme des retraites est tout à fait complémentaire de la réforme de l'assurance chômage qui a été votée en fin d'année dernière et qui est effective depuis le 1er février. Cette réforme de l'assurance chômage, elle réduit d'un quart la durée d'indemnisation des chômeurs. Objectif, toujours dans la logique libérale de fonctionnement du marché du travail, c'est inciter les gens à retourner sur le marché du travail comme si un chômeur n'avait pas envie de travailler. Alors oui, on en trouvera toujours un, bien sûr, mais je maintiens qu'au moins 95% des chômeurs ont une seule envie, c'est d'avoir un boulot et un salaire décent. Donc, cette réforme de l'assurance chômage, pour bien clarifier, il y a un dogme ancré profondément dans ce gouvernement qui est « il ne faut pas augmenter les impôts et les prélèvements, quels qu'ils soient ». Il faut au contraire baisser les impôts et baisser les prélèvements parce que c'est gage de compétitivité pour les entreprises, etc. etc. Bon. Donc, la réforme et pour cette compétitivité, l'État ne veut pas non plus augmenter les salaires. En tout cas, quand il y a des augmentations de salaire, il s'arrange pour que ça soit moins que l'inflation et que les salaires réels diminuent. Du coup, ça fait un coût du travail qui baisse. La réforme de l'assurance chômage, elle essaye de faire en sorte que plus de monde travaillent. La réforme des retraites est tout à fait complémentaire parce que, notamment en reculant l'âge de départ, l'âge légal de départ à la retraite, je rappelle que l'âge légal, on ne vous oblige pas à partir. Hein. C'est l'âge à partir duquel vous pouvez partir si vous voulez. Mais si vous voulez travailler plus longtemps, libre à vous. Donc, le décalage de deux ans va faire en sorte que plus de seniors vont se retrouver sur le marché de l'emploi. Ces deux réformes, elles ont le même objectif, faire pression à la baisse sur les salaires, et donc sur le coût du travail pour les entreprises, au nom de cette sacro-sainte compétitivité. Donc ces deux réformes sont tout à fait complémentaires. Que ce soit via celle de l'assurance chômage ou la réforme des retraites, l'idée est de faire en sorte qu'il y ait plus de monde sur le marché du travail pour pouvoir pousser à la baisse ou, dans le cas des chômeurs, les obliger à prendre le premier boulot venu, mal payé, etc. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, ça a été rappelé, c'est un élément tout à fait budgétaire. Bon. Peut-être que vous vous rappelez, c'était dans le monde d'avant, avant la pandémie, il y avait déjà eu un premier projet de réforme à points. Donc là, c'est aussi assez amusant d'entendre le gouvernement nous dire qu'il se pose en sauveur de notre système par répartition, alors qu'il voulait le flinguer en 2019 et le remplacer par un système par points. Bon. Je rappelle que la mobilisation sociale, au passage, a permis, quand bien même cette réforme par points avait été votée par le 49.3 par l'Assemblée, avait été pas votée, mais le Premier ministre de l'époque avait déclenché l'article 49.3 pour faire passer cette réforme, elle a été remisée et pas appliquée. Aujourd'hui, on revient pour sauver le système des retraites avec cette réforme-là. C'est très clair, là on est tout à fait d'accord, l'objectif principal et unique, c'est faire des économies. Faire des économies. Bon. C'est écrit noir sur blanc dans le projet de loi de finances et dans le programme de stabilité, qui est un document que le gouvernement envoie tous les ans à la Commission européenne pour lui dire sa feuille de route et lui dire ce qu'il va faire. Alors, je vous lis ce qu'il y a écrit noir sur blanc dans ce document envoyé à la Commission européenne en juillet 2022. La maîtrise de l'évolution des dépenses, permise notamment par la réforme des retraites, permettra, sans remettre en cause l'objectif de normalisation des comptes publics, de poursuivre la stratégie de baisse des prélèvements obligatoires, notamment avec la suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la CVAE, dont on a entendu parler. Donc, clairement, si je résume d'un slogan, la réforme des retraites, c'est faire payer aux retraités, aux futurs retraités, les cadeaux fiscaux faits aux entreprises, en particulier aux grandes entreprises, qui n'en ont pas tant besoin que ça et dont l'efficacité de ces cadeaux fiscaux reste assez largement à démontrer. Et troisième point, je m'arrête là, un point dont je suis sûr qu'on va reparler, c'est la question de la capitalisation. C'est mettre un coin un peu plus grand pour favoriser le développement de la retraite par capitalisation. Alors toujours, on vous dit au début, c'est toujours la même chose. On en trouve une porte, mais une fois que vous avez le pied dedans,
la porte, elle s'ouvre. Hein, elle ne se referme jamais. Donc là, par complément, on va mettre un peu de capitalisation, etc. etc. Bon, je pense qu'on va revenir sur ce sujet à un moment ou à un autre, mais moi, j'y vois de grands risques. Bon, donc vous avez un point d'accord, effectivement, il s'agissait de faire des économies. Il s'agit d'essayer de faire des économies à travers ce projet de réforme. Alors, on le voit aussi, hein, le problème des retraites, il est à la fois simple parce qu'il est quelque part paramétrique, comptable, et complexe parce qu'il a une dimension politique aussi et de choix, finalement, entre ces différents paramètres. Ce qui nous amène un peu vers la deuxième thématique qu'on avait prévu d'aborder, c'est finalement pourquoi être venu vers cette question de l'âge et de la durée de cotisation et pas avoir exploré les autres pistes qui auraient pu être cotisation, voire baisse des pensions de retraite. Olivier. Oui, c'est formidable. Tout ça est passionnant. On a plein de choses à se dire et on ne va pas s'ennuyer ce soir. D'abord, peut-être effectivement pour repartir sur la prévision, il y a, vous savez, l'autre fameux mot de Churchill, probablement tu y pensais in petto, mais tu ne l'as pas dit, mais vous savez, il a dit on a créé les prévisions économiques pour rendre les astrologues respectables. Évidemment, les prévisions du corps, on peut les critiquer, mais je crois que c'est Pierre Dac qui disait aussi la prévision est difficile, surtout quand elle concerne l'avenir. Mais la prévision d'un système aussi complexe que le système des retraites, surtout à 10 ans, elle repose sur quoi? Des hypothèses en matière de démographie, naturellement, en matière de taux d'emploi, naturellement, de taux d'emploi des seniors, en matière d'évolution de la productivité. Vous devez prévoir l'état du monde dans 5 ans, dans 10 ans. Et honnêtement, qui peut aujourd'hui prévoir l'état du monde dans 1 an? En fait, c'est extrêmement difficile. Donc, vous êtes obligé de penser par scénario. Vous devez en faire plusieurs, plein d'hypothèses, et naturellement, les gens vont faire du cherry picking de scénarios qui les arrangent, ce qui n'arrange pas la discussion, puisqu'on va se retrouver dans une discussion où on n'est même pas d'accord sur l'hypothèse de départ qui est il y a un déséquilibre. Et je pense que c'est ce qui a participé à la difficulté qu'on a à entendre, à avoir un débat, parce qu'à partir de ce moment-là, on n'est pas tout à fait d'accord sur l'ampleur, la rapidité avec laquelle le déficit arrive. Moi, j'ai envie d'insister sur le fait qu'il y a quand même un fait assez lourd, c'est le déséquilibre démographique, je veux dire, qui est quand même difficile à contester. Hein. Dans les années 70 encore, on avait 4 cotisants pour 1 retraité. C'était quand même beaucoup mieux. Aujourd'hui, on a 1,7 cotisants pour un retraité, et à terme, on devrait être vers 1,1 cotisants pour un retraité. Dans les années 80, on vivait 12 ans à la retraite en moyenne. Aujourd'hui, on vit 22 ans à la retraite en moyenne. Et mesdemoiselles et mesdames, vous avez la chance, car c'est environ 26 ans, parce que vous vivez plus longtemps, tant mieux, mais évidemment, malheureusement, vos retraites sont en moyenne plus basses, donc ça compense. Mais comme vous le savez, évidemment, pour plein de raisons compliquées. Exactement. Mais donc, vous voyez, il y a évidemment un déséquilibre très fort dans un système qui était censé être équilibré, mais qui n'avait pas prévu, évidemment, le vent du baby-boom qui est devenu le papy-boom. Il y aura un petit desserrement au moment où les gens du papy-boom, malheureusement, nous quitteront, mais pas énorme. Mais en tout cas, c'est ça qu'on nous, on utilise dans notre projet sur la capitalisation, dont on va reparler. Alors, maintenant, venons-en à la question sur les possibilités. Bon, ce système qui est donc censé être un truc fermé où les jeunes vont contribuer pour les vieux à un même moment. Il faut d'abord en rappeler l'histoire très très rapidement, parce que là encore, on oublie assez rapidement. Il y a les premières caisses en 1928 qui ont été créées par capitalisation. Et puis arrive la guerre, l'État français Vichy, et pas mal de gens sont dans une mauvaise situation. Comment on peut arriver à leur servir une pension sans qu'ils aient vraiment cotisé? Eh bien, on casse le système par capitalisation qui existait et on crée le premier système par répartition. C'est une création du régime de Vichy. Bien. Après la guerre, le Conseil national de la résistance a industrialisé le truc. Très bien, à la limite, mais peu importe. Je veux dire, vous savez, Vichy a aussi inventé la carte d'identité. On n'a pas arrêté la carte d'identité après Vichy. Hein. Et la fête des mères et plein d'autres trucs. Bah oui, malheureusement. Donc, quand on fait l'archéologie de d'où viennent nos choses, c'est pas toujours extrêmement brillant, malheureusement. Mais enfin, voilà, à l'origine, il y avait de la capi et elle est devenue de la répartition. Donc, ce système est formidable si on compte que ça ne s'arrête jamais. Si le Ponzi s'arrête jamais, il n'y a pas de problème. Hein, il ne tombe pas.
Le problème, c'est que là, quand vous avez un problème démographique, ça ne marche plus. Alors, on pourrait compenser si l'État était extrêmement riche, finalement, ce ne serait pas très grave. On pourrait compenser d'autres façons. Ce serait une possibilité. Le problème, c'est qu'on arrive à un moment où l'État est quand même pas extrêmement riche. Les dépenses publiques, c'est 59% du PIB en France. Mais on peut dire, oui, c'est vrai, on a beaucoup de dépenses sociales, etc. Bon, chaque année, cette année en 2023, l'État va dépenser 37% de plus qu'il n'a en recettes fiscales. Et les différences, il va aller l'emprunter sur les marchés. Quand on dit l'État va débloquer telle somme, il faudrait interdire de dire ça. Il veut dire on n'a rien débloqué du tout. France Trésor va aller tous les 15 jours emprunter de l'argent sur les marchés. C'est 1 milliard chaque jour qu'on est obligé d'emprunter pour refinancer la dette. 1 milliard chaque jour. Voilà comment c'est. On est vraiment hyper mal. Moi, je fais partie de ceux qui disent on dit jusqu'ici tout va bien, exactement comme le mec qui saute du haut de l'immeuble jusqu'au moment où il touche l'asphalte. Voilà. Mais jusqu'ici, tout va bien. C'est tout à fait vrai. Jusqu'ici, il n'y a aucun problème. Mais après, on peut avoir un débat là-dessus. Mais notre débat, il porte un peu plus sur les retraites elles-mêmes. Donc, effectivement, sur ce système qui doit être fermé à un moment donné. Bon. Il y a donc trois possibilités. Soit les gens cotisent un petit peu plus, parce que il y a plus de gens en face, il y a plus de seniors, ils cotisent un peu plus. Vous cotisez combien aujourd'hui dans votre salaire complet quand vous êtes dans le privé? Complet, hein, c'est-à-dire en coût complet. Parce que vous savez, le salaire brut, c'est une fiction comptable, ça n'existe pas. Il n'y a que deux choses. Il y a le net, ce que vous touchez dans votre poche, qui est versé sur votre compte en banque après le prélèvement à la source de l'IR, à la limite le net avant l'IR, d'accord, impôt sur le revenu. Et puis, il y a le super brut, c'est-à-dire le coût total employeur. Quand vous êtes employeur, moi j'ai 3 salariés chez Sapiens, mes salariés, tout ce que je vois, moi, c'est le coût complet. Hein. Le gars, il touche 2008, il me coûte 6 000. Voilà. Moi, je vois les 6 000. Lui, il voit les 2008. Entre les deux, il y a un salaire brut, mais c'est une fiction. Bon. Il y a évidemment je veux dire une complexité quand vous dites on va augmenter ce taux, parce que ce taux, il est autour aujourd'hui de 27%. Alors, 27% de ce que vous allez coûter à l'employeur, il va partir sur la vieillesse. Donc, on est quand même hyper élevé. Je veux dire, on peut toujours un tout petit peu. Et d'ailleurs, c'est ce que fait l'État dans le projet. Parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le projet a déjà lâché tellement de lest de plein de façons que finalement, il va nous permettre d'économiser que 300 millions. Et on est obligé d'élever les cotisations vieillesse, mais pour pas que ça élève les cotisations totales, pour pas que, c'est-à-dire que ça augmente le coût du travail ou que ça baisse ou que ça baisse le salaire net, on est obligé de prendre un petit peu sur les cotisations d'accidents maladie, d'accidents du travail, qui heureusement sont plutôt excédentaires, donc ça va. Mais donc, on peut difficilement jouer là-dessus. Et puis le dernier, c'est les pensions. Alors vous dites, aujourd'hui, nos amis retraités sont riches, c'est tout à fait exact. Leur niveau de vie moyen est à 105% par rapport à ceux des autres. On a les retraités les plus riches d'Europe, tant mieux pour eux. Le problème, c'est demain, c'est les retraités de demain, c'est-à-dire c'est nous, et après c'est vous. Dans le système et dans les répartitions et dans les projections du corps, même avec la réforme dont on parle en ce moment, parce que ce n'est pas la dernière, en fait, on va se paupériser de plus en plus, c'est-à-dire la pension par rapport à votre dernier salaire, il va faire que baisser de plus en plus du fait de ce déséquilibre. On va malheureusement se paupériser demain. Donc aujourd'hui, c'est évidemment pour des raisons politiques, électorales qu'on comprend très bien, toucher aux retraités, c'est extrêmement compliqué. Regardez la CSG, quand on a voulu mettre un petit peu de CSG pour alléger le coût du travail, pour le mettre un petit peu sur les retraités, ça a été très difficile. Oui, ils ont un poids électoral qui est certain. Mais le problème, c'est qu'appauvrir les retraités d'aujourd'hui, c'est juste appauvrir encore plus les retraités de demain. Donc, il reste une troisième possibilité, c'est travailler un petit peu plus longtemps. C'est en fait, moi c'est pour ça que je dis, cette réforme, moi ça ne m'excite pas. Moi je suis comme vous, j'aimerais montrer mon bouquin, c'est pour dire c'est génial, on n'a jamais aussi peu travaillé depuis 10 000 ans, depuis le néolithique, et je m'en réjouis, c'est super. La question c'est qu'est-ce qu'on fait de ce temps libre. Moi je ne suis pas là pour dire la valeur travail c'est formidable, il faut qu'on travaille. Non, j'aimerais bien moi. Ne tirez pas sur le porteur de mauvaises nouvelles, j'y peux rien. Il se trouve que la moins pire des réformes dans cette histoire, c'est de travailler un peu plus longtemps. Alors, on pourra parler de la justice derrière, de la question de la justice, de la répartition des efforts. C'est évidemment le diable, comme souvent, est dans les détails. Mais travailler un petit peu plus longtemps, c'est en fait le truc le moins compliqué, le moins douloureux dans toutes les options qu'on a. Donc, encore une fois, la moins pire des solutions. Voilà. Eric, est-ce que tu as la même lecture sur ce qui aurait pu être fait? Est-ce que je dois répondre à cette question? Bon, alors plusieurs choses, parce que c'est intéressant, ça va me permettre de donner quelques précisions, parce que
je suis désolé de vous dire, mais il y a eu un certain nombre d'arguments avancés qui sont faux. Voilà. Je le dis, je suis désolé de le dire aussi abruptement. Bon, déjà, alors je ne m'attendais pas à ce qu'on atteigne le point Goodwin aussi rapidement, avec le régime de répartition qui est né sous Vichy. Alors, ce qui est vrai, c'est qu'il y a une loi en 1941 qui instaure un système par répartition qui a 65 ans et qui donne l'équivalent, je crois, de 40%, d'une pension de 40% du salaire référence. Il faut quand même se rappeler un peu de l'histoire. Avant ça, effectivement, il y a des caisses par capitalisation. Je pense que tout le monde a entendu parler du krach de 1929 et de ce qui s'est passé par la suite. Donc, bien évidemment, vu toute la tournure des années 30, toute la tournure que les événements ont pris dans les années 30, évidemment que la capitalisation était... Ah, pardon, je fais des signes, maintenant vous communiquez. Donc, le système par capitalisation, effectivement, avait perdu de son intérêt, d'autant plus que dans les années 30, forte inflation, dévaluation. Tu es un peu trop près du micro. D'accord. Dévaluation du franc. Bon, tout ça, pour qu'un système par capitalisation puisse éventuellement bien fonctionner, je mets le éventuellement en gras, il faut quand même de la stabilité, ce qui n'était pas du tout le cas. Donc, que fait le gouvernement de Vichy? Il crée ce système-là, mais ce système-là, il est surtout fait pour libérer sur le marché du travail les plus âgés parce qu'il y a des problèmes pour bosser. Il est là pour faire aussi accepter socialement le régime de Vichy. Je précise d'ailleurs que l'année d'après, il y a un projet pour améliorer ce système de répartition créé par Vichy et que Pétain s'y oppose. Donc Pétain n'était pas le chantre de la répartition comme on le présente parfois. Autre chose, la démographie. Alors, oui, il y avait 4 actifs pour un retraité. Aujourd'hui, on est à 1,7 pour 1. En 2070, on prévoit d'être 1,2 actifs pour un retraité. Bien. Ça veut donc dire que le choc démographique a été déjà très largement encaissé. On est passé de 4 à 1,7 et on va passer de 1,7 à 1,2. Donc, je pense qu'on n'a pas bien vu l'énorme problème pour encaisser ce choc démographique. Et au-delà de ce chiffre, ok, il faut en tenir compte, mais ce qui est important, ce n'est pas le nombre d'actifs par retraité, c'est la richesse créée par chaque actif. Et là, ça fait appel au gain de productivité. Et les 1,7 actifs d'aujourd'hui créent bien plus de richesse que les 4 actifs des années 60 ou J'ai toujours pas compris où je m'étais trompé, où j'avais dit un mensonge ou une erreur. Je n'ai toujours pas compris. Hein. Non, sur Vichy qui est... sur Vichy, j'ai pas dit que c'était un change, j'ai dit factuellement ce que tu as formidablement bien répété. Effectivement. Non, je n'ai pas répété. La vraie retraite par répartition, qui est faite dans un objectif de progrès social, d'émancipation, etc., c'est celle qui est mise en place au lendemain. On va parler de la CAPI, parce qu'il y a plein de trucs à dire là-dessus. Oui, mais... Il faut qu'on parle de la durée d'abord, parce que ne nous concentrons pas trop sur Vichy. Je vous rappelle que la ferme générale au XVIIIe siècle avait déjà instauré sa caisse de retraite, donc on pourrait trouver sans doute des traces encore plus anciennes. Bien sûr. Non, mais c'est cet argument, parce que c'est pas innocent quand on dit la répartition, ça vient de Vichy. Non, c'est juste parce que, comme c'est toujours, à chaque fois, c'est regardez, c'est le Conseil national de la résistance, c'est un monument extraordinaire. Non, je suis désolé. Voilà, c'est tout. C'est juste que comme ça, pour arrêter cet argument qu'on a ressorti 1 milliard de fois, moi je dis non, la vraie histoire, c'est que ça remonte un petit peu avant. Voilà, c'est tout. Oui, mais c'était justement pour sortir de la capitalisation qui avait été une ruine. Mais on va en reparler de la capitalisation. Alors, autre argument aussi, la dépense publique, on est le pays qui a la dépense publique rapportée au PIB le plus important. Oui, c'est vrai. Mais quand on veut faire des comparaisons internationales, il faut comparer ce qui est comparable. Pourquoi la France est le pays où les dépenses publiques rapportées au PIB est le plus élevé? Pour 3 raisons. Précisément parce qu'on a
un système de retraite par répartition et qui, effectivement, toutes ces cotisations qui transitent sont comptées dans les dépenses publiques et augmentent le volume de dépenses publiques. Mais en fait, ce n'est pas des dépenses publiques, c'est de l'argent qui est cotisé par les actifs et qui est versé aux retraités. Deuxième élément, la France est un pays qui a une démographie, même si ça décline, mais qui a une démographie plus dynamique que nombre de ses voisins. Donc, ça nécessite, ça engendre plus de dépenses sociales. Doit-on se plaindre d'avoir un système social meilleur, d'avoir une démographie plus importante? Et le troisième élément qui explique ça, c'est que la France a un budget militaire qui est aussi bien supérieur à nombre de nos pays voisins. Donc c'est ça qui explique. Est-ce que là-dedans, il y a des raisons qui font que c'est un scandale? De mon point de vue, non. Alors, ceci étant dit, les trois façons de régler ce déficit, ou en tout cas ce supposé problème de déficit, reculer l'âge de départ, augmenter la durée de cotisation ou augmenter le taux de cotisation. Fidèle à son dogme, le gouvernement a dit on n'augmente pas les prélèvements, donc impossible d'augmenter les cotisations. Je précise quand même que les sondages se multiplient, mais que justement, dans les sondages, vous avez une majorité de gens qui disent oui, on préfère payer un peu plus de cotisations pour pouvoir partir à la retraite à l'âge actuel et avec le nombre d'annuités actuelles sans avoir à dégrader ça. Donc, les gens sont prêts. Et alors, en plus, des collègues qui ont fait des calculs en ce sens et qui montrent que, attention, vous allez voir l'effort surhumain, si on part du principe qu'il y a effectivement un déficit de 10-12 milliards qui représente à l'horizon 2050 entre 0,4 points de PIB et 0,8. Donc, ce n'est pas non plus un truc insurmontable. Les aides aux entreprises, les 150 milliards ou 160 milliards d'aides annuelles aux entreprises représentent 6,5 points de PIB, sans que ça pose problème. Donc, les gens sont prêts à cotiser plus. Le calcul est le suivant. Si vous augmentez les cotisations chaque année au niveau du salaire moyen qui est à 2 500 €, si vous les augmentez de 4,50 € par mois tous les ans, donc ce qui fait à peu près 50 € par an, et si au niveau du SMIC, vous les augmentez de 2,25 € tous les ans, donc ce qui fait 20-25 € par an, c'est bon, vous avez réglé le problème. Donc, question, pourquoi s'arc-bouter à vouloir repousser l'âge de départ à la retraite? Pourquoi vouloir accroître la durée de cotisation qui fait que de moins en moins de personnes pourront partir à l'âge légal avec une retraite à taux plein? Toutes les réformes qui ont décalé l'âge de départ à la retraite ou la hausse de durée de cotisation, elles ont un effet qui est documenté partout, c'est la hausse du niveau du taux de pauvreté chez les personnes de plus de 65 ans. J'entends aussi, mais tous les autres pays européens, ils ont un âge de départ plus élevé, donc il faudrait faire pareil. Bon, ok. Alors dans ce cas-là, moi je veux qu'on fasse pareil au niveau de l'enseignement que le modèle allemand, où les profs sont payés 2 à 3 fois plus qu'en France. Mais là, ça ne marche pas dans ce sens-là. Là, on ne nous vend pas le modèle allemand. Pour les retraites, oui, ok. Taux de pauvreté des plus de 65 ans en Allemagne, 19%. En France, 10%. Le taux de pauvreté des seniors est 2 fois plus élevé en Allemagne qu'en France. Est-ce qu'on doit se plaindre du fait que le taux de pauvreté au sein de l'Union européenne est le plus faible en France? Ça a une cause, c'est justement notre système social plus généreux et le fait que l'on puisse partir à la retraite un peu plus tôt. Ce qui pose aussi une autre question, c'est quoi la retraite? Est-ce que c'est comme c'était avant l'âge où on est dans la misère et on attend la mort, ou est-ce que c'est une nouvelle étape de la vie où on peut profiter, enfin dégagé de contraintes matérielles et de contraintes d'emploi, ce qui ne veut pas dire qu'on ne travaille pas,
hein, parce qu'il y a beaucoup de retraités qui font beaucoup de choses, mais qu'on n'est plus en emploi. Et est-ce qu'on n'a pas le droit, après une vie de labeur, de profiter de ce temps-là? Donc c'est là aussi, et tu mentionnais que les jeunes, ici les étudiants notamment, réfléchissent à ça et s'accaparent ce sujet. Moi, j'ai vu pas mal d'éditorialistes dire « Non, mais il ferait mieux d'aller étudier, ça ne les concerne pas ». Mais si, parce qu'au-delà de cette réforme, c'est quelle est la place du travail dans la société? Enfin, voilà, on est quoi? Est-ce qu'on est juste des ressources humaines destinées à travailler jusqu'à ce que mort s'en suive, ou est-ce qu'on a le droit d'avoir une vie en dehors du travail? Donc, ça pose plein de choses, la place du travail, etc., etc. Donc, vous avez tous les deux ouvert beaucoup de pistes. Olivier, est-ce que vous voulez rebondir déjà sur certaines choses? Et puis Eric, toi aussi, peut-être, avant qu'on vienne vers un autre thème. Oui, et puis à quel moment il y a des questions parce qu'ils ont peut-être envie d'intervenir. Et puis, c'est vrai qu'il y a tellement de portes ouvertes, puis c'est un sujet passionnant parce que, effectivement, comme tu le dis, il est surtout passionnant, je trouve, moi, parce que c'est mon obsession. J'ai écrit le bouquin, j'ai commencé il y a 2 ans et demi, je n'ai pas écrit il y a 2 mois. Donc, évidemment, ça fait longtemps que ça m'intéresse, la place du travail. Et très exactement le sens du travail. Et en fait, moi, mon idée, c'est que opposer travail et le loisir est une erreur, c'est-à-dire, en fait, l'activité rémunérée et l'activité non rémunérée. Il faut beaucoup plus philosophiquement opposer l'activité qui épanouit, qui agrandit, de l'activité qui aliène et qui rétrécit. Voilà. Sachant qu'il y a du travail qui aliène, évidemment, mais il y a aussi du loisir qui aliène. C'est une partie de mon argument. Philosophiquement, il faut dire qu'il y a eu un basculement. Quand en 1945, on a créé la retraite à 65 ans, l'espérance de vie d'un ouvrier, c'était plutôt 55. C'est-à-dire qu'en fait, les gens étaient censés être morts. C'était authentiquement la retraite des morts. C'était en fait une assurance retraite, c'est-à-dire si tu as la chance, par extraordinaire, de vivre plus longtemps que les autres, eh ben, tu n'es pas complètement laissé tomber. Donc le système était plutôt calibré dans cet esprit-là. Et là, c'est vrai que c'est sûr qu'en termes d'équilibre, c'était autre chose. Le fait est que quand même, on vit de plus en plus longtemps et c'est formidable. Il y a le problème de la vie en bonne santé, ça c'est sûr, mais on va faire que vivre de plus en plus longtemps. Et c'est pour ça d'ailleurs que, pour moi, notre débat, en fait, est un débat extrêmement vain. Pourquoi? Parce qu'en fait, le système de retraite va totalement exploser dans les 15 ans qui viennent. Pourquoi? Donc, j'ai parlé de ChatGPT. ChatGPT. On ne sait pas ce qui va se passer. Est-ce que ça va être schumpeterien, c'est-à-dire destruction d'emplois, mais création extraordinaire d'autres emplois? Entre parenthèses, ils ne vont pas avoir la même rémunération. Si je vous disais à combien sont pris aujourd'hui les jeunes de 25 ans spécialistes de LLM, c'est les Large Language Models, là, on est à plus d'1 million, 1,5 million, et on a entendu des chiffres encore plus hauts. Tout le monde se bat pour prendre ces mecs-là. Donc ça, on a une polarisation. C'était mon bouquin d'avant. J'ai l'air de faire la pub, mais vous savez, il n'y a que l'éditeur qui s'enrichit en vendant des livres. Donc, moi, à la limite, bon, c'est Prodeo Gloria. On est d'accord. Donc, de toute façon, voilà, c'est pas pour s'enrichir, mais c'est l'exploitation. Ouais, voilà, mon problème d'avant, c'était la polarisation. Et la polarisation, elle est aujourd'hui beaucoup sur les salaires. Donc, vous allez probablement avoir un bouleversement de toute l'économie liée à ces nouvelles technologies qui sont absolument inattendues et complètement folles, mais à très brève échéance. Et la deuxième chose, c'est très positif, c'est un bouleversement de l'espérance de vie parce qu'on a des résultats authentiques aujourd'hui dans le contrôle de la vieillesse. Et donc, si tout d'un coup, on fait des projections et qu'on gagne tous 10 ans, ne serait-ce que 10 ans d'espérance de vie, c'est même pas l'homme qui vit 1000 ans, évidemment, là, le système, il ne tient plus du tout. Ma ferme conviction interne, c'est qu'en fait, on est en train de débattre d'un sujet qui est qui est déjà perdu. C'est-à-dire que de toute façon, il va falloir tout réinventer. Je ne sais pas, je ne connais pas la solution. On n'a pas la solution d'un système où tout le monde vit 120 ans, d'autant plus qu'on voit déjà la tension immobilière que ça crée. Parce que, vous savez, l'immobilier, c'est lié à quoi? À la décohabitation, qui est un truc sociologique, et puis au fait que, heureusement, on vit plus longtemps, et comme on n'habite plus à 4 générations dans une maison, et ben, ça fait une pression, évidemment, démographique, et donc une augmentation des prix. Donc, les conséquences sont vertigineuses de tout ça, et ça va faire que, en fait, on n'est qu'au tout début pour une réforme qui, finalement, c'est une réformette, c'est un petit truc paramétrique. Alors, l'estimé prix Nobel, Jean Tirole, lui, il est pour
pour la retraite à points. Hein. Effectivement, c'est un truc beaucoup plus simple. Mais enfin, on a vu quand on a essayé de le faire il y a 2 ans, donc juste avant le Covid, qu'en fait, ça paraissait simple et ça n'était plus du tout une fois qu'on le mettait en marche. Donc, c'est la première idée sur le fait que philosophiquement, c'est vrai que c'est passionnant. Sur l'argument des aides aux entreprises, j'avais juste envie de répondre. J'ai fait un papier là-dessus, mais en fait, on appelle ça en France, vous savez, quand Bercy te prend moins d'impôts, il appelle ça de la dépense fiscale. C'est-à-dire qu'en fait, il te prend 10, il te rend 2, et 2, il dit c'est un cadeau. Voilà, c'est ça la philosophie. Donc, c'est ça qu'on appelle les aides aux entreprises. C'est-à-dire qu'à 99%, ces aides aux entreprises ne sont pas des subventions. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que les Français croient ça. Et encore plus vous qui êtes étudiants et lettrés, comme on disait autrefois, hein, ce ne sont pas des subventions, ce sont des baisses d'impôts qu'on fait de façon parce qu'on est honteux de les faire en France et qu'en plus, pour plein de raisons, on n'a pas envie de les assumer. Donc, en fait, on préfère en France, depuis très longtemps, faire une règle et la larder de trous et la transformer en gruyère suisse. Voilà. C'est une philosophie française qu'on porte depuis des siècles, pour des raisons compliquées à expliquer. Et donc, on préfère faire un niveau d'impôt qu'on va miter de plein de façons parce qu'on se rend compte que le niveau d'impôt est beaucoup trop élevé et il l'est authentiquement par rapport aux autres. Alors, c'est marrant d'ailleurs de faire un procès d'intention en disant « Oh, il veut baisser le coût du travail », mais il faut quand même avouer qu'aujourd'hui, l'économie française, elle est quand même bien orientée du point de vue de l'emploi. Elle est quand même extraordinairement orientée. Je veux dire, on n'a jamais vu... Moi, j'ai grandi... Vous êtes heureux, hein, vous savez, parce que de ce point de vue-là... Moi, j'ai grandi, je veux dire, mon bac en 93, c'était le chômage de masse, on avait tout essayé, avoir un emploi, un CDI, c'était le Graal absolument ultime. Alors, fonctionnaire, j'en parle même pas, on ne se rendait pas compte combien c'était difficile. Vous arrivez dans un monde où si vous êtes formé, ce qui est votre chance, le pouvoir, la relation de pouvoir, c'est retourné. Je vois tous les jours des entreprises qui se disent on n'arrive pas à retenir les gens qu'on veut, les talents qu'on veut, on n'arrive pas à les faire venir, les salaires explosent, les mecs arrivent, ils disent je veux 100 000 et 100% télétravail, et on est obligé de leur donner. C'est génial, enfin, vous avez une chance extraordinaire. On va donner l'adresse des entreprises. Hein. Je peux dans les assurances, les boulots que les gens ne veulent pas faire, qui ne sont pas drôles, je veux dire, c'est pas très drôle. C'est pas très drôle. Alors, c'est des gens, c'est des compétences qu'on recrute, évidemment. Hein. Alors, Éric, si tu veux rebondir sur certaines choses, et après, effectivement, on pourrait peut-être vous solliciter si vous avez des questions. C'est toujours effectivement beaucoup plus intéressant d'avoir des questions de l'assistance et ça pourra ouvrir sur certaines thématiques, notamment le caractère équitable ou non de la proposition de réforme, puisqu'il y a beaucoup de débats autour de ça. Éric ? Alors oui, plusieurs choses. Moi, je pense que, on nous répète à intervalles réguliers, à chaque grande révolution technologique, industrielle, que c'est la fin du travail. Bon, jusqu'à présent, ça n'a jamais eu lieu. Hein. Et l'arrivée de la voiture n'a pas fait qu'il n'y avait plus de travail. L'arrivée de l'ordinateur n'a pas fait qu'il n'y a plus de travail. L'arrivée d'Internet n'a pas fait qu'il n'y a plus de travail. Et l'arrivée de ChatGPT ne fera pas qu'il n'y a plus de travail non plus. Simplement, il y a une transformation, effectivement. Il y a des métiers qui vont disparaître, des métiers qui vont apparaître, peut-être certains qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui. Mais l'idée de la disparition du travail pour justifier le fait que il faut supprimer ce système de retraite par répartition ou qu'il est mort et enterré par avance, je trouve l'argument un peu audacieux. Alors, l'espérance de vie, c'est vrai, on a gagné en espérance de vie, mais bon, faut aussi voir que tout le monde n'a pas gagné de la même façon. On a tendance à oublier les écarts assez importants. Et en fait, pourquoi cette réforme, elle est très largement rejetée? Je rappelle quand même qu'on est à plus de 70% des gens qui sont contre cette réforme. Dans les 30% restants, il y a principalement des électeurs, des retraités électeurs d'Emmanuel Macron, et qui, eux, bon, on ne va pas les toucher. Donc, vraiment, c'est assez rare d'avoir une telle opposition. Alors, on peut se dire que tout le monde, la population, a des hallucinations collectives et comprend rien à rien. D'ailleurs, le gouvernement ne cesse de faire de la pédagogie, et je l'en remercie. Parce qu'à chaque fois qu'il fait de la pédagogie, il y a plus de monde qui est contre. Donc, qu'il continue comme ça. Hein. Il n'hésite pas à continuer à nous prendre pour des imbéciles et à faire de la pédagogie pour nous faire comprendre que c'est quand même super mieux de bosser plus tard, surtout pour ceux qui... parce qu'une chose quand même qui est habituelle ou qui revient toujours avec ce gouvernement, c'est que
même quand il fait une réforme où tout le monde en pâtit, c'est toujours les moins bien favorisés qui vont ramasser le plus. Ceux qui ont commencé à travailler tôt, les femmes, ceux qui ont des carrières hachées, ceux ou celles qui ont des carrières hachées, ceux qui ont des métiers pénibles, etc., etc. Bon, ça c'est une chose. Petit point sur l'immobilier, il ne faut pas oublier aussi dans l'évolution du prix de l'immobilier la spéculation, parce qu'il y a quand même pas mal de logements vacants, mais la spéculation explique aussi une partie de la hausse des loyers. Bref, la retraite à points également. Bon, moi je veux bien qu'on vante la retraite à points, mais l'ancien ministre suédois qui a mis en place la retraite à points dans les années 90 en Suède a récemment dit à Emmanuel Macron: arrêtez, surtout ne faites pas votre réforme, ne suivez pas notre chemin, parce qu'en Suède, eh bien, le niveau des pensions a baissé drastiquement pour tout le monde, pour la très grande majorité des retraités. Bon, je voudrais juste dire un point quand même, parce que je veux bien qu'on noircisse le tableau et le système par répartition, etc., n'est pas viable. Bon. Pourquoi? Je reprends le rapport du COR. Le président du Conseil d'orientation des retraites, qui s'appelle Pierre-Louis Brasse, a été auditionné à l'Assemblée nationale à l'initiative du président de la Commission des finances de l'Assemblée. Que dit Pierre-Louis Brasse? Présentant le rapport du COR de 2022, il dit: les dépenses de retraite sont globalement stabilisées à moyen et long terme. Le problème du léger déficit qu'il y a, c'est que ce sont les ressources du système de retraite qui diminuent. Elles diminuent pourquoi? Principalement parce que, en raison de la politique d'austérité budgétaire et salariale dans la fonction publique territoriale et dans la fonction publique hospitalière, ce qui explique une bonne partie du déficit. Je disais tout à l'heure que le déficit était largement fictif. Je terminerai juste là-dessus, puis après on pourra lancer la discussion. Il y a deux éléments que je voudrais quand même mettre. Alors c'est un petit peu technique, mais bon, vous êtes des économistes, donc vous allez comprendre. Pour la plupart d'entre vous, vous êtes des économistes, hein, pas pour la plupart d'entre vous, vous allez comprendre. Vous allez tous comprendre. Donc, quand je disais que c'était à peu près en partie fictif, donc rappelez-vous ce programme de stabilité que le gouvernement envoie tous les ans. Donc, il donne des estimations en termes de taux de chômage, etc. etc. Bon. En 2021, il envoie un document disant on estime qu'en 2027, le taux de chômage sera 8,4%. 2022, l'euphorie de la réélection peut-être, il renvoie le document en disant non, à l'horizon 2027, on prévoit un taux de chômage qui sera quasiment au plein emploi, donc entre 4,5% et 5%. Sauf que le COR, lui, estime que le taux de chômage à l'horizon 2027, voire à l'horizon 2032, c'est plutôt 7%. Le problème, c'est que quand le COR fait des estimations et fait ses scénarios, il est obligé, pour la période 2022-2027, de prendre les chiffres du gouvernement. Donc, dans ces scénarios, il table sur un taux de chômage à 5% en 2027. Mais le COR pense qu'en 2032, ça sera 7%. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il est obligé, entre 2027 et 2032, de simuler des scénarios où il va y avoir une récession économique. Parce que sinon, comment vous faites passer le taux de chômage de 5% à 7%? Donc, il est obligé de simuler une récession fictive qui explique une partie de ce déficit. Autre hypothèse retenue par le gouvernement, qu'il se cache bien de présenter, mais qu'un collectif qui s'appelle le collectif Nos Services Publics, si vous allez voir, ils ont fait une note là-dessus, qui est très bien faite, et qui ont regardé justement les hypothèses du gouvernement en matière de prévision, et ils ont constaté qu'il y a des hypothèses en matière d'emploi public. Globalement, le niveau d'emploi doit être constant. Et ça consiste, et ça revient au final et c'est ce que le gouvernement met dans son document, à une baisse du pouvoir d'achat des fonctionnaires de 11% entre 2022 et 2027.
ce qu'il prévoit. Donc, cette baisse-là, de 11%, fait autant de cotisations en moins, donc creuse le déficit. Donc, de deux choses l'une. Soit le gouvernement a effectivement pour projet de réduire le salaire réel, le pouvoir d'achat de 11% en 5 ans des employés de la fonction publique. 11%, c'est Margaret Thatcher doit s'ouvrir une bouteille de champagne dans sa tombe, là. Soit c'est une prévision qui n'est pas sincère, et dans ce cas-là, le déficit a été gonflé artificiellement. Le collectif Nos Services Publics a chiffré ça. Il a dit, si en fait l'évolution en termes d'emploi entre 2022 et 2027 est la même que dans le secteur privé, eh bien en fait, le déficit serait réduit d'un tiers. Donc, si vous ajoutez ces deux types de justificatifs ou d'hypothèses assez discutables de la part du gouvernement, vous voyez que le déficit est très largement soutenable, maîtrisable. Et je ne parle même pas des effets totaux, parce que là, on est toujours sur une vision très court-termiste de ce système-là. Mais la mise en place de la réforme, retraite 64 ans, passage à 43 années de cotisation, ça va engendrer tout un tas d'autres effets. Le sas de précarité des personnes qui sont, on appelle les NINI, les ni en emploi, ni en retraite. Les personnes qui sont dans ce cas-là à 61 ans, il y a des chances qu'elles l'auraient jusqu'à 64. Ce sont celles qui sont le plus loin du marché du travail. Et donc, on va prolonger le sas de précarité. Donc, ça va faire des coûts en RSA, en invalidité, en maladie, et en chômage, etc., etc. Et l'OFCE a fait une étude en combinant tous ces coûts-là et arrive à un gain formidable de moins de 3 milliards d'euros avec cette réforme-là. Donc, même d'un point de vue économique, le seul argument de faire des économies ne tient pas parce qu'on ne voit pas plus loin que le bout de son nez et tous les effets induits et complémentaires que cette réforme va engendrer, sans parler de l'aspect humain. Donc, tu as été un peu long, Éric. Je sais, c'est souvent le cas. Un petit droit de réponse. Et après, on passe aux questions. Oui, les études ont montré aussi que quand on augmente l'âge légal de départ, en fait, ça augmente aussi la durée, c'est-à-dire que le taux d'activité des seniors remonte à l'orée. Ce qui peut se comprendre, en fait, c'est qu'aujourd'hui, il y a un regard culturel terrible sur les seniors. Alors, ce qui est terrible, c'est qu'il paraît que ça commence à 45 ans, vous êtes senior en entreprise. Donc, moi, j'ai un peu les boules, évidemment, parce que j'ai déjà dépassé. Donc, voilà, on regarde comme un vieux, mais en fait, quand on dit, de toute façon, tu es proche de la retraite. Et donc, en fait, c'est auto-réalisateur en quelque sorte. Bon, c'est évidemment un peu... du coup, quand tu augmentes, ça va mécaniquement augmenter le taux d'activité des seniors. L'autre chose qu'on observe aussi, c'est d'ailleurs sur le chômage tout à l'heure, puisqu'on y faisait allusion, j'y pensais, les études ont montré que quand tu raccourcis la durée d'indemnisation, en fait, les gens, ils commencent toujours à chercher 2 mois avant la fin, en fait. Donc, quand tu raccourcis la durée, ils se mettent juste à chercher vraiment activement 2 mois avant la fin, beaucoup plus. Et donc, ça a un vrai effet. Les études, malheureusement, montrent que, certes, les chômeurs ne sont pas absolument pas, d'ailleurs, des gens qui veulent rien faire. En revanche, ils sont, comme nous tous, stratèges. Et donc, quand ils sont très longtemps, évidemment, indemnisés, ils vont en profiter plus. C'est évidemment humain. Donc, on a d'ailleurs toujours, même après la réforme, le système le plus généreux. De la même façon qu'il faut encore dire, et c'est jamais ridicule de signaler qu'on est toujours l'endroit où on travaille le moins et par rapport, quand vous regardez évidemment le départ en retraite par rapport à tous les autres pays qui sont comparables naturellement, évidemment, on reste évidemment parmi ceux qui sont le plus bas. Alors, on a commencé à toucher du doigt la question des solutions alternatives. On a dit, on peut effectivement monter les cotisations. Il y aurait une possibilité, ce serait que les salaires augmentent. Bon. Comment augmenter les salaires? Alors, on ne peut pas le décréter réellement pour le privé, par exemple. Il faudrait augmenter pour ça la productivité. Et c'est un reproche qu'on peut faire au corps d'avoir pris notamment une hypothèse de progression de la productivité qu'on n'a pas vue depuis les années 90. Donc, eux, ils ont dit, vous allez voir, la productivité, ça va super bien augmenter. Et là, du coup, quand vous prenez des hypothèses comme ça, forcément, c'est plus facile d'avoir des hypothèses qui soient équilibrées. Bon, on est d'accord, ces questions d'équilibre sont évidemment extrêmement caricaturées. Non, en tout cas, c'est extrêmement compliqué de toute façon de prévoir. Alors, sur les fonctionnaires qui augmentent, qu'il faut augmenter. Moi, je suis premier à dire que
les professeurs et les fonctionnaires généraux, d'ailleurs, ont été gravement paupérisés depuis 30 ans. Tout le monde le sait, on n'a pas revalorisé le point. Ça a été la façon dont l'État a géré son incapacité à arrêter en fait la quantité de fonctionnaires. Il l'a géré sur le poids global, et donc il nous a tous paupérisés parce qu'il n'a pas su gérer le truc. Voilà. Et donc on en est là aujourd'hui, effectivement, tous plus proches du SMIC que l'on n'était jamais, en particulier chez les professeurs du secondaire et puis les professeurs des écoles. Alors, est-ce qu'il suffit de les payer plus? Est-ce que le système? Est-ce que c'est la solution? Alors, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, parce qu'on est parti de l'idée que notre problème, c'était que l'État était gravement déficitaire et que c'était la solution pour arriver à faire un peu d'économie. Donc, si la solution, c'est que l'État dépense beaucoup plus, on voit très très bien que c'est un petit peu dans Cyrano, là, comment il s'appelle, le fameux baron de Munchausen qui, pour se tirer de la boue, se tire par les cheveux. Vous voyez, évidemment, ça ne peut pas bien marcher. Voilà. Bon, il y a un économiste qui s'appelle Keynes, quand même, qui a, je voudrais le signaler, qui a montré justement que l'économie de la demande, qui est à la base de la période des Trente Glorieuses, quand même, ne l'oublions pas, qui a été la période la plus prospère, justement parce qu'il y a des effets d'entraînement. Oui, et l'investissement, même public. Si le déficit public crée la croissance, on serait le pays de Cocagne, on serait un paradis. Le problème, c'est que ce n'est pas n'importe quelle dépense. Alors, tu as bien dit, les investissements. Le problème aujourd'hui, c'est que nos dépenses, ce n'est pas de l'investissement, c'est du fonctionnement qu'on paye avec les dettes, la dette. Alors là, on paye la dette avec des... Non, parce que je ne peux pas... Non, mais la distinction entre dépenses de fonctionnement et dépenses d'investissement est très difficile. Il y a des choses qui peuvent paraître très difficiles à faire. On sont de l'investissement, mais en pratique, malheureusement... Est-ce que nous, on est de la dépense de fonctionnement ou on est de la dépense d'investissement quand on enseigne aux étudiants? Est-ce qu'on est juste pas la majeure partie de la dette et du déficit, a priori? Non, mais il faut... Non, mais évidemment que c'est plus ça de faire la différence, mais le fait est que avec notre déficit, on ne fait pas de l'investissement, on ne fait pas que des infrastructures. Mais le déficit des uns et l'excédent des autres. Donc, il n'y a pas de limite et il suffit de continuer en marchant nos feuilles. Je n'ai jamais dit ça. Non, il y a la comptabilité nationale qui pourrait permettre de nous réconcilier. Il y a des dépenses de FBCF un peu en dessous de 100 milliards qui fait le taux d'investissement. Alors, on va passer aux questions. Alors, je vous rappelle, ce sont des questions, parce que parfois, on a... parfois, effectivement, on exprime d'autres choses. Donc, qui a effectivement des questions? Alors, vous avez quelqu'un juste derrière vous, Maxime. Bonjour. Je voulais... Vous parlez souvent d'augmenter les dépenses. Est-ce que ce ne serait pas plus simple d'allouer autrement nos parts de PIB plutôt que d'emprunter toujours sur les marchés? Très bonne question. Je ne suis pas sûr de ce que vous voulez d'allouer les parts de PIB, c'est-à-dire préciser un petit peu. C'est-à-dire qu'on alloue, par exemple, je prends le budget de l'armée, on alloue une très forte part de notre PIB au budget de l'armée. Pourquoi est-ce qu'on ne piocherait pas juste simplement d'accord, de baisser d'autres dépenses, si vous voulez, c'est ça? Non. Juste d'avoir une autre répartition, de la richesse plutôt que d'emprunter. C'est ça. D'avoir une fiscalité plus progressive. Un problème de réforme fiscale, d'accord. Pardon, je n'ai pas bien compris. Ouais. C'est une autre possibilité. Donc, on a parlé d'augmenter les impôts. Évidemment, c'est une possibilité qui est mise en avant par beaucoup de gens qui disent que la solution, c'est évidemment, donc, par exemple, de taxer, n'est-ce pas, les super riches, les super profits, de différentes façons. Je suis désolé, je crois pas que on garde les mêmes impôts. On en met moins dans l'armée et un peu plus dans les retraites. Non, vous parlez des dépenses, effectivement. Ouais, réallouer les dépenses. Réallouer les dépenses. Oui, c'est ça, mais pas forcément augmenter les impôts. Alors, le problème de l'armée, c'est que, regardez, aujourd'hui, c'est compliqué de baisser. Alors, c'est vrai qu'il y a des pays qui ont moins de dépenses. Jusque-là, d'ailleurs, historiquement, depuis, évidemment, depuis 1945, l'Allemagne en avait extrêmement peu, mais ils sont en train de se réarmer FISA. On fait partie des pays les plus puissants de l'Europe et on a ce rôle moteur, en particulier en période de défense. On voit malheureusement que, vous savez ce qu'il y avait écrit sur les canons de Louis XIV, un ultima ratio regum, la dernière raison du roi, que malheureusement, on avait pensé que c'était la fin de l'histoire en 89, qu'on allait plus taper dessus, que la force physique, que la violence n'avait plus cours, qu'on allait juste faire la guerre médiatisée via
la guerre économique. Et en fait, non, c'est plus le cas. On voit que la guerre est très, très réelle, de plus en plus, avec des augmentations de tensions, évidemment, entre la Chine et les États-Unis, et puis la Russie qui joue sa propre partition un petit peu difficile à prévoir. Donc, on est obligé, malheureusement, de se réarmer. Donc, la question, c'est où est-ce qu'on peut couper ailleurs, quoi, où est-ce qu'on peut aller trouver. Je crois que, franchement, Bercy, qui ont les meilleurs spécialistes du monde, ça fait très longtemps qu'ils se posent des questions, hein, et qu'ils essayent de voir où est-ce qu'on peut aller rechercher, reprendre, baisser. Ils ont réussi génialement à baisser un petit peu sur les cotisations d'accidents du travail, parce qu'il y avait un tout petit peu de gras, mais Eric, sur le redéploiement, c'est pas facile, quoi. C'est pas facile d'aller chercher, quoi. Du gras sur les accidents du travail. Non, parce que la caisse est excédentaire parce qu'il y a moins d'accidents qu'avant, en fait. Oui. Donc, en fait, voilà, c'est la bonne nouvelle, une des rares bonnes nouvelles dans le décor. Alors, redéploiement des dépenses, ça permet de réaffirmer que l'économie est politique, hein, et que toutes les décisions économiques sont avant tout des décisions et des choix politiques. Parce que, bien évidemment, il y a plusieurs façons de faire. Vous pouvez décider d'allouer les dépenses plus à tel poste parce que c'est dans la vision que vous avez, c'est plus important, ou au contraire à tel autre. Et de la même façon, parce que c'est difficile de totalement distinguer dépenses de recettes, parce que ces dépenses, il faut bien les financer. Et moi, je crois que le problème principal, c'est le choix qui a été fait dans les dernières décennies et qui est accéléré par le gouvernement actuel, qui est de dire, parce que si la dette augmente, c'est pas parce que la dépense publique augmente, c'est parce que les recettes publiques diminuent, et diminuent par choix. Parce qu'il y a toujours cette rengaine, ce slogan, il faut moins payer d'impôts, etc., etc. Bon. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a rendu notre système fiscal de moins en moins redistributif, en favorisant les gens qui sont en haut de la pyramide. Ce sont eux qui ont bénéficié principalement des réductions d'impôts. Vous savez, la fameuse théorie du ruissellement qui n'existe pas. Voilà. Elle n'existe pas en effet, parce que personne n'a jamais fait de théorie du ruissellement. Ah on l'entend. La théorie des premiers de cordée, c'est la même chose. C'est de dire. Mais ça a un fondement théorique. Hein. C'est l'idée que l'épargne précède l'investissement, que c'est par l'épargne qu'on va financer l'investissement, et que donc, si c'est l'épargne qui finance l'investissement productif créateur de richesse, financer l'épargne, augmenter l'épargne, c'est augmenter l'épargne de ceux qui en ont, donc des politiques favorables aux plus riches. Ça, c'est irréfutable. Et donc, le choix qui a été fait, c'est de baisser l'imposition des plus riches, ce qui creuse les déficits, qu'il faut financer ensuite en émettant des titres de dette, puisque la dépense, elle, se maintient. Donc, les plus riches gagnent 2 fois, ils paient moins d'impôts, et ce sont eux qui, globalement, ensuite, prêtent à l'État pour financer et sont payés pour ça. Donc, c'est ce système-là, moi, qui me pose énormément de problèmes. Parce que si on remet de l'impôt progressif, vous allez voir qu'on va avoir les moyens de faire beaucoup plus de choses. Alors, faut-il taxer Bernard Arnault et ses 200 et quelques milliards? Mais ça me rappelle une fois, j'avais eu cette discussion avec Thomas Piketty. Thomas Piketty me dit, une fois, il a rencontré Bill Gates. Et il parle de ces questions d'inégalité, de fiscalité, etc. Et il pose à Bill Gates la question suivante. Est-ce que vous seriez moins heureux avec 1 milliard qu'avec 70? L'autre, il lui a dit, non. Bon, donc il n'y a pas besoin de 70 milliards. Voilà. Alors, on a quitté le redéploiement, mais autre question. Je crois qu'effectivement, monsieur. Bonjour. Allô, bonjour. Bonjour. Alors, en 2018, il y avait la retraite par points qui avait été énoncée. Et juste après, en fait, pendant la discussion avec les syndicats, il y avait eu la retraite avec l'âge pivot. Et j'avais une question, en fait, par rapport à l'âge pivot. Est-ce qu'il y a eu des études qui ont été faites? Est-ce que c'est intéressant de faire travailler ceux qui ont des boulots moins pénibles plus longtemps? Et est-ce que... comment dire, est-ce que c'est vraiment réalisable et est-ce que ça rapporterait, est-ce que ce serait plus optimal comme système au niveau de la retraite? Qui veut répondre? Je ne sais plus s'il y avait des études. Moi, j'étais assez favorable à l'idée d'un âge pivot avec un bonus-malus. D'ailleurs, peut-être
plus un bonus qu'un malus et de dire vous allez encourager les gens à travailler plus, évidemment, et ceux qui veulent arrêter un peu plus tôt le font. En plus, quand vous travaillez plus souvent, c'est que vous êtes à des salaires qui sont plus élevés, et ces salaires plus élevés, ils cotisent plus en plus. Donc, ils ont un avantage. Mais en fait, cette retraite par points était en fait, le truc était maudit depuis le départ parce que l'idée d'Emmanuel Macron, vous vous souvenez, c'était 1 euro égale 1 point, enfin, je veux dire 1 point égale la même chose. Et en fait, très rapidement, on a vu que ce n'était pas possible, justement parce que notre système, parce qu'on a parlé de redistributif, notre système de retraite, il est à la fois contributif et redistributif. C'est sa caractéristique. C'est une caractéristique d'une grande partie de notre système, en fait. Hein. Donc, si on veut, il est en fait à la fois beveridgien et bismarckien un peu. Hein. C'est-à-dire que contributif parce que vous allez avoir une retraite quand même à hauteur de ce que vous avez cotisé, théoriquement. Hein. J'aurais pu dire aussi que le taux de retour, c'est-à-dire ce que vous revoyez de vos cotisations en pension par rapport à ce que vous avez mis, jusque-là, pour les générations d'avant, il était très favorable. Hein, vous aviez 200, encore plus, 200, 300% de retour en pension parce qu'on n'avait pas prévu que vous viviez si longtemps. Donc, du coup, vous avez une vie formidable à la retraite. Le taux de retour à partir de la génération 90, j'ai bien peur que vous y apparteniez, enfin, vous êtes foyer au-delà, hein, il va théoriquement être en dessous de 100%. Hein, c'est-à-dire que les gens ne vont pas exactement revoir normalement le montant de leur cotisation. Donc, ça veut dire que ce système qui est contributif, il devient de plus en plus redistributif. Mais la question, c'est redistributif vers qui ? De qui vers qui? Et aujourd'hui, en fait, il est redistributif. En gros, il a été redistributif des personnes âgées d'aujourd'hui, enfin non, des jeunes d'aujourd'hui vers les personnes âgées d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a une inégalité intergénérationnelle. C'est-à-dire qu'on peut le signaler. Il y a une question philosophique, et c'est tout à fait vrai. L'économie est forcément politique au sens où elle a forcément besoin de prendre de faire des choix philosophico-politiques, évidemment, qui vont nourrir ces arbitrages. Alors après, il y a des questions comme d'efficacité qui sont pas uniquement des vues de l'esprit et qui sont pas uniquement des choix. Voilà, j'ai pas plus de choses à dire. Moi, j'aimais bien l'idée de la retraite par points au départ, et puis c'est vrai que quand le truc a été étudié, on s'est rendu compte qu'en fait, c'était pas tellement une bonne idée. Moi, mon idée, c'est qu'il voulait faire une réforme systémique qui devait cacher la réforme paramétrique. Je pense que c'était ça son idée au départ, en faisant hop, un petit coup de bento, et puis vous n'avez pas vu que finalement, on a redistribué les cartes complètement, et puis s'est aperçu que c'était pas possible. Voilà. Non, mais ce qu'il faut rappeler, c'est qu'est-ce que c'est que le système de retraite par points. Le système de retraite par répartition, c'est un système que l'on qualifie, qu'on dit, à prestation définie. C'est-à-dire que vous savez ce que vous allez toucher quand vous partez à la retraite. Le système par points est un système à cotisation définie. Vous cotisez et vous récupérez des points. Et quand vous partez à la retraite, la valeur de votre retraite dépend de la valeur du point. Donc, avec un système par points, vous ne savez pas combien vous allez toucher à la retraite. Ça dépend de la valeur du point. S'il prend l'idée à un gouvernement de baisser la valeur du point, votre retraite, elle sera moins élevée que ce que vous avez. Et là, il y a une grosse entourloupe. Et c'était vraiment un changement total dans la façon de faire fonctionner un système de retraite. L'âge pivot, l'idée de l'âge pivot, ça revient, et du bonus-malus, ça existe un peu sous une autre forme un peu, avec la décote et la surcote aujourd'hui. Quand vous partez à l'âge, quand vous avez tous vos trimestres cotisés, admettons, alors aujourd'hui, 62 ans et 42 annuités. Vous avez 62 ans, vous avez vos 42 annuités. Vous pouvez partir à la retraite. Si vous souhaitez partir après, vous continuez à travailler et vous allez avoir une surcote. Donc, ça va augmenter votre retraite. À l'inverse, si vous souhaitez partir à partir de l'âge légal, à partir de 62 ans encore aujourd'hui, mais que vous n'avez pas, il vous manque des trimestres ou des années de cotisation, vous pouvez partir, mais votre retraite sera calculée au prorata des trimestres cotisés. Donc, elle sera moins élevée. Et la décote vient ajouter une double peine. C'est-à-dire que déjà, votre retraite, elle est calculée, elle sera moins importante parce que vous n'avez pas cotisé tous vos trimestres, mais parce que vous n'avez pas cotisé tous vos trimestres, on vous met une décote de 5% par année manquante. Double peine. Ça me permet de préciser un truc, parce que
Elisabeth Borne nous a fait une fleur. Il y a une chose qu'elle n'a pas repoussée, c'est l'âge de départ à taux plein, qui est à 67 ans aujourd'hui. Et elle a dit non, non, ça on n'y touche pas, on reste. Alors tout le monde a dans l'idée, je suppose, que la retraite à taux plein, c'est que quoi qu'il arrive, j'aurai ma retraite plein pot à 67 ans. Non. À 67 ans, il n'y a plus de décote. En revanche, si vous arrivez à 67 ans et que vous n'avez pas vos 42, et bientôt, si ça passe, et que vous n'avez pas vos 43 annuités, vous ne partirez pas à une retraite calculée sur 43 annuités. Vous partirez avec une retraite calculée sur le nombre de trimestres et le nombre d'années que vous aurez cotisé. Ça concerne les thésards, ça. Ceux qui se mettent à travailler très tard. Donc, c'est vraiment des gens, parce que pour un 68, je pense que ça peut, ça peut aussi... Des carrières hachées, mais ça, c'est autre chose. Oui, mais il y a quand même pas mal de gens qui ont des carrières hachées, et surtout les femmes et ceux qui ont des métiers pénibles. Alors, autre question. Je crois que devant, on avait des questions. Oui, monsieur, si vous voulez bien. Oui. Bonsoir. Le corps, à ses débuts, avait postulé par convention que les retraites des fonctionnaires étaient équilibrées puisqu'elles étaient financées par le budget. Et donc, c'est ce qu'on appelle les subventions d'équilibre. Et je crois que le traitement insidiaire est de l'ordre de 86% versé aux fonctionnaires, alors que dans le privé, c'est de l'ordre de 28%. Donc, ce qui génère un déficit de 33 milliards. Mais on considère que c'est à l'équilibre puisque c'est le budget qui le finance. Donc, comment on doit prendre en compte en fait ça? Est-ce que le corps doit modifier ses calculs et prendre en compte ces subventions d'équilibre? Est-ce qu'on doit faire ce que Lionel Jospin avait déjà créé un fonds de réserve des retraites lorsqu'il était au gouvernement, donc un peu de capitalisation, où il y a aussi alors j'ai oublié le nom, la retraite additionnelle de la fonction publique qui rapporte 5,6% par an depuis sa création. Donc, est-ce que pour équilibrer ces subventions d'équilibre, justement, est-ce qu'on doit modifier le calcul, peut-être instaurer une petite, elle est déjà présente, mais un peu de capitalisation sur les retraites des fonctionnaires? Enfin, comment on prend en compte tout ça? Ça existe déjà. Hein. Il y a un petit peu de capitalisation. Oui, avec le fonds de réserve des retraites. Oui, mais ça existe déjà. L'histoire, alors, ce qu'il faut voir, c'est que dans le système, les régimes de retraite de la fonction publique, vous en avez deux. Vous avez le système de la fonction publique territoriale et hospitalière, qui est géré, je ne me rappelle jamais du nom, par la CNRACL, je crois, et qui, lui, est un système qui peut effectivement être en déséquilibre. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que le déséquilibre, effectivement, constaté aujourd'hui par le corps, vient principalement de ce manque à gagner du fait des politiques d'austérité salariale dans ces deux fonctions publiques. Pour le cas des fonctionnaires d'État, de la fonction publique d'État, là, ce n'est pas du tout un système par répartition. Alors effectivement, il y a des cotisations. Nous cotisons, nous, et sur notre bulletin de paye, il y a des cotisations de l'État, l'équivalent de cotisations employeurs, mais qui sont totalement fictives. Parce que, comme vous l'avez dit, l'État a obligation d'abonder les retraites des fonctionnaires d'État. Donc, c'est un système totalement différent. Alors après, on dit qu'il y a un déficit, mais ce n'est pas un déficit, c'est que s'il y a 30 milliards à payer, il faut payer 30 milliards. Oui, c'est le déficit public, après, c'est dans les comptes. Non, mais là, du coup, après, ce qu'on dit, c'est que ça pose problème, mais ça pose problème parce que, de manière générale, les recettes publiques sont asséchées par divers canaux sur lesquels on pourrait revenir, mais il y a tout un tas de mesures qui ont été prises ces dernières années, ces dernières décennies, qui conduisent à réduire les recettes publiques. Et donc après, on va dire, regardez, les fonctionnaires, ils nous coûtent cher avec leur retraite. Mais arrêtez de baisser les recettes publiques et on pourra tout à fait financer ça. Olivier. Donc, pour moi, la réponse à votre question est oui, effectivement, il faut
ça devrait être comptabilisé. Hein. De même façon que quand on abonde les régimes spéciaux pour boucher les trous, ça fait partie du système de retraite et donc il faut le prendre en compte dans le déficit du système. Alors, évidemment, ça me fait plaisir que vous parliez de capitalisation parce que, oui, le plus dingue, c'est qu'on n'en veut pas, mais les plus riches y ont déjà accès. D'abord, il y a plein de systèmes de capitalisation qui ont été facilités pour les cadres qui ont accès. Les fonctionnaires, qui ne sont pas nécessairement les plus riches, mais ils y ont accès avec la préfond, donc. Les pharmaciens ont une retraite uniquement par capitalisation et ils s'en portent prodigieusement bien, croyez-moi. Prodigieusement bien. Le plus extraordinaire, c'est Patrick Artus de Natixis. Non, mais la Banque mondiale a fait une étude sur tout le XXe siècle. La moyenne de progression des marchés actions, c'est 7%, en fait, sur tout, y compris en 1929, etc. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que, évidemment, sur 5 ans, à la bourse, vous perdez. Vous pouvez perdre, je veux dire, vous pouvez, pas nécessairement, mais vous pouvez perdre. Sur 30 ans, vous perdez jamais. Voilà, c'est tout. C'est comme ça. Et là aussi, le plus drôle, c'est que les gens qui nous disent il ne faut pas de capitalisation sont les mêmes qui disent les actionnaires se gavent sans risque. C'est quand même assez contradictoire parce qu'on ne peut pas tenir les deux. Soit c'est formidable d'être actionnaire et c'est la belle vie, à ce moment-là, on va tous devenir actionnaires. Il faut qu'on le devienne tous avec de l'épargne collective obligatoire. Ça s'appelle la capitalisation. Et comme ça, on pourra même financer notre économie. On ne sera pas obligé de se vendre par petits bouts aux fonds de pension étrangers. Ce serait quand même assez cool. Patrick Artus a fait un calcul. Si tu mets 1 euro dans le système par répartition en 1980, aujourd'hui, il donne 2 euros, ce qui est déjà hyper bien pour l'instant pour le système. Si tu mets 1 euro pour un système de capi en 1980, aujourd'hui, tu as 22 euros. Voilà, c'est tout. En fait, il y a les Pays-Bas ont un système par capitalisation. Ça leur permet d'avoir un taux de remplacement qui est au-dessus, bien au-dessus du nôtre, au-delà de la valeur de 100%. Tu touches plus que ton dernier salaire. Et un taux de pauvreté de 17%. Mais c'est vrai que partout ailleurs qu'en France, vous savez que c'est Mad Max, vous êtes au courant. Les gens, c'est horrible, la vie qu'ils mènent. Il n'y a qu'en France qu'on est absolument heureux. Vous vous rendez bien compte que heureusement qu'on est là et qu'on a les meilleures solutions. Donc nous, chez Sapiens, on a fait un truc. On dit évidemment, on ne peut pas sortir du Ponzi, de la répartition, c'est pas possible. Donc la seule façon d'exagérer, comparer la répartition à Ponzi, c'est ça. Bien sûr. Donc on ne peut pas en sortir. Donc en revanche, il va y avoir un petit déficit au moment où il y aura un petit peu moins de baby boomers. Pensionnés, et donc on pourrait donner accès aux gens qui ont les plus bas salaires aujourd'hui, qui n'ont pas accès à l'épargne longue, parce que c'est les seuls, c'est ça qui est complètement inégalitaire, inéquitable, complètement honteux, qu'on ne veuille pas par la capitalisation donner aux gens qui sont au SMIC toute leur vie l'accès aux bénéfices de la capitalisation. Ces gens-là, ils pourraient avoir une partie de la retraite qui serait donnée, une partie bien sûr, qui serait donnée par ce système par capitalisation qui serait géré collectivement. Ce serait extraordinaire pour eux, nous on le croit vraiment. Enfin, vous inquiétez pas, ça n'aura pas lieu parce que même le gouvernement a décidé que même le mot capitalisation ne devait pas être prononcé, il devait estimer que c'était une mèche de plus qu'il ne fallait pas allumer. Donc voilà, c'est juste une expérience de pensée, mais enfin à l'université, on est là pour en faire. Voilà. On va prendre une dernière question, il est 19h30. Voilà, une dernière, peut-être au milieu là-bas, où on a... ou sinon, on peut grouper les 2 ou 3. Donc dernière... S'il y a 2, on peut grouper les 2 peut-être, non? Et on répond conjointement. Ok. Bonjour. Du coup, moi, ma question, c'était aujourd'hui, donc on se finance sur les marchés financiers, notamment pour la dette et tout. Ma question, c'était est-ce que la réforme de retraite, elle n'a pas plus un but de rassurer les marchés financiers et les créanciers que pour du coup économiser donc c'était le point de départ effectivement. D'accord en plus là. D'autres questions? Oui, bonsoir. Alors moi j'avais une question un peu plus taquine pour monsieur le professeur Olivier Babot. Ouais. Vous avez beaucoup parlé de ChatGPT tout à l'heure, donc je me suis permis de faire quelques recherches dessus. J'ai inséré le nom et prénom de monsieur Eric Baer et il l'a de suite reconnu. Par contre, vous, il ne vous a pas reconnu. Qu'est-ce que je dois en conclure? Je suis ultra vexé. Ah oui, mais moi, il m'a reconnu. J'ai fait le test, je ne sais pas si la réponse est la même. Et apparemment, je suis gestionnaire de fonds de crowdfunding. Ah oui, et je suis spécialiste des marchés financiers et de la bourse. Mais ChatGPT, je n'ai pas d'action dans ChatGPT, mais c'est comme, vous savez, ne faisons pas l'erreur de Kodak avec la photographie numérique. Il ne faut pas voir l'état de les technos aujourd'hui, il faut regarder la trajectoire. Et le futur ChatGPT, dans 3 ans, 2 ans, il sera 100 fois plus puissant. Donc c'est surtout ça qui me fait peur. C'est même pas celui d'aujourd'hui. Effectivement, aujourd'hui, il fait quand même des erreurs bizarres. Dans ce temps, j'ai un Wikipédia. Voilà. Alors, et pas moi. Finalement, pour boucler un petit peu le débat, ce retour sur est-ce que tout ça, c'est pas fait pour... on n'a même pas répondu à la question, pardon, sur oui. Est-ce que c'est fait pour rassurer les marchés financiers? The answer is yes.
Oui, ça clairement. Oui, non, parce qu'on a très très peur de l'explosion du coup du refinancement de nos dettes, tout simplement. Et en fait, le FMI commence vraiment à faire les gros yeux, vraiment. Et en fait, on se dit, ça va être un des trucs qu'on aura fait pour dire, ah ouais, tiens, ça y est, les Français, ils ont bougé, voilà. Alors, deux, trois choses. Donc, tout à fait d'accord, c'est aussi un argument. Il faut rassurer les marchés financiers. Donc, le dieu marché financier, hein, il faut lui faire des offrandes régulièrement pour que la foudre ne se déclenche pas sur nous. Bon, un problème, alors là, ça dépasse le cadre d'ici, mais peut-être que sortir de la financiarisation de l'économie, ça nous éviterait quelques problèmes. Mais bon, c'est un autre débat. Les actionnaires qui se gavent sans risque, ça voudrait... Bon, mais je suis désolé, oui. Aujourd'hui, parce que le métier de l'entrepreneur, c'est un métier de prise de risque. Je suis désolé de le dire, mais aujourd'hui, c'est de moins en moins le cas. En tout cas, pour les plus grosses entreprises. C'est pile, je gagne, face, je ne perds pas, et l'État vient me sauver pour me renflouer ou pour me filer, pour m'aider. Donc, on peut dire du coup que normalement, l'actionnaire, le dividende, est là pour aussi rémunérer cette prise de risque. Donc, quand il y a de moins en moins de prise de risque, on peut effectivement se demander, on peut contester la légitimité de ces dividendes. Un dernier mot sur la capitalisation. On a des exemples quand même qui montrent ce vers quoi veut nous emmener Emmanuel Macron. Les États-Unis, le Royaume-Uni, même l'Allemagne, où vous avez des systèmes par capitalisation adossés à une retraite publique faible, donc le système beveridgien en gros. Qu'est-ce qu'on constate? Et là, c'est très amusant, enfin amusant si on peut dire, quand on a en tête les arguments du gouvernement en disant, j'ai entendu Gérald Darmanin dire non mais ce que veut la gauche, c'est une société où il n'y a plus de travail, pas d'efforts, etc., etc. Bon, les réformes qui ont, enfin le résultat de ce vers quoi veut nous emmener Emmanuel Macron, c'est aux États-Unis par exemple, les gens peuvent partir plus tôt, à 62 ans, avec une décote de 30%. Mais comme ils ont développé cette capitalisation qui, pour l'instant, n'a pas été épongée par une faillite, eh bien, ils peuvent, du coup, partir plus tôt. Donc, ce sont les plus favorisés qui partent plus tôt, donc qui se désengagent du travail. Parce que quand on dit le goût de l'effort, etc., généralement, c'est plutôt pour les classes populaires et les classes moyennes. Ces feignants qui doivent un peu aller bosser pour mériter d'avoir une retraite de plus en plus tard et de moins en moins élevée. Mais ce que l'on constate, c'est une aggravation des inégalités. C'est-à-dire que ceux qui peuvent compléter par de l'épargne privée ou par de l'épargne collective le font et peuvent partir plus tôt. Ceux qui n'ont pas les moyens partent plus tard et avec le minimum de la retraite publique. Bon, merci beaucoup. Un grand merci à tous les deux. Je pense qu'il est le moment d'arrêter sur justement cette frustration dont parlait Olivier au point de départ et sur cet appétit maintenu. On espère que vous n'avez pas été frustré. Un grand merci à l'association étudiante, effectivement, à Maxime, à Adrien, à tous ceux et toutes celles qui ont participé. Un grand merci également à l'équipe de la faculté, en particulier Émilie et Rémi, pour l'organisation. Merci Olivier d'être venu jusqu'à nous et c'était très, très, très intéressant. Demain soir, on continue avec, alors non pas un débat, mais on aura Timothy Duverger, qui est chargé de mission, je crois, ESS à la mairie de Bordeaux en particulier, après avoir fait sa thèse sur l'ESS, et qui viendra nous parler de l'ESS. Mais de quel point précis, Eric, sur l'ESS? Il vient, en fait, c'est un cycle de conférences qu'on lance, qui s'appelle l'économie, c'est politique. Vous avez peut-être vu des affiches un peu dans le bâtiment. C'est un cycle de conférences en partenariat avec la librairie Mola. Et l'idée, c'est d'inviter des auteurs à l'occasion de la sortie d'un livre. Timothée Duverger vient de sortir un livre dans la collection Repères de la découverte sur l'économie sociale et solidaire. Donc, c'est un des meilleurs spécialistes en France de cette question-là. Et donc, il viendra en parler et en débattre avec vous, si vous souhaitez revenir demain soir, même endroit, à 18h30. Merci beaucoup à tous et à toutes. Passez une excellente soirée.